Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de 24 heures en Alsace et merci à vous de nous accueillir chez vous. Une heure d'actualité alsacienne, c'est le programme de l'émission de ce mardi soir, de ce jeudi soir même parce qu'on est jeudi. Comment vieillirons-nous demain? On se pose tous la question, pour nous ou pour nos proches. Une start-up strasbourgeoise, elle réfléchit à des solutions, tout ça à la sauce numérique, on en parlera tout à l'heure. Un polar dont l'intrigue se passe dans les rues de Strasbourg, c'est ce roman, ça s'appelle Le Dernier Bain d'Adèle, une enquête qui nous promène dans toute la région et dans son histoire. Son auteur, Marie Bertrand, sera avec nous tout à l'heure. Et le meilleur de nos terroirs, c'est évidemment Apicurien, chaque jeudi avec Valérie Zago qui nous promène cette semaine entre Eguisheim et donc le vignoble alsacien et le sud-ouest. Tout ça est à suivre dans les 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité. 9 ministres étaient à Strasbourg aujourd'hui. Au programme de leur matinée, c'est dans le quartier du Neuhof, la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Une réunion interministérielle organisée symboliquement à Strasbourg, 4 mois après l'attentat. À Mulhouse et Strasbourg, les retraités manifestaient une nouvelle fois pour demander la suppression de la CSG et la revalorisation de leurs pensions. Enfin, sa venue aussi avec des airs de déplacement ministériel, le chanteur Matt Pokora est à Strasbourg, sa ville natale, pour présenter son nouvel album. Plusieurs milliers de fans et une de nos équipes l'ont suivi pour cette journée marathon. C'est près de la moitié du gouvernement français qui était présent à Strasbourg aujourd'hui. Après une rencontre avec l'association SOS Habitants, le Premier ministre Édouard Philippe a présidé un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation au gymnase Reuss. Étaient présents notamment Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ou encore Marlène Schiappa à l'égalité. Ils ont dressé un premier bilan du plan national de prévention lancé il y a un an et annoncé une nouvelle stratégie avec pour priorité la prévention à l'école. On écoute Édouard Philippe. Depuis février 2018, dans les quartiers dans lesquels nous avons concentré notre action, 4 écoles hors contrat ont été fermées. 7 lieux de culte, dont la mosquée salafiste d'Assouna à Aumont, ont été fermés. 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés. 89 débits de boissons ont été fermés. Dans chaque académie, des unités laïcité ont été effectivement mises en place. Ce sont 350 professionnels formés, disponibles pour soutenir les enseignants à chaque fois qu'ils sont confrontés à des atteintes aux valeurs républicaines. Plus d'1 millier de situations ont été signalées et traitées, le plus souvent avec l'appui de ces équipes. La stratégie de prévention de la délinquance 2013-2017 se concentrait sur le public des 12-25 ans. Le constat que nous faisons, et qui est un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est celui, sinon d'un rajeunissement généralisé des délinquants, du moins de manifestations à un jeune âge qui nécessite de développer une capacité d'intervention, de détection et d'intervention plus précoce. Je suis donc certain que la nouvelle stratégie de prévention et de la délinquance en sortira plus riche, plus concrète et plus partagée. Cette réunion aurait pu se tenir à Paris, mais 4 mois après l'attentat, le choix de Strasbourg faisait figure de symbole, l'occasion d'évoquer des possibilités de coopération avec les élus et acteurs locaux. On écoute tout de suite le maire de Strasbourg, Roland Ries, au micro de Fanny Kunz. Le risque zéro n'existe pas, on le sait bien, mais réduire les risques, associer les citoyens aux professionnels qui luttent contre la délinquance et la radicalité me paraît très important. Le Premier ministre, avec ses ministres, ont fixé des pistes, des orientations qu'il faut maintenant concrétiser au niveau des territoires. C'est ce qu'on va faire aussi à Strasbourg, on va essayer d'aller encore plus loin pour réduire encore les risques et pour mieux préparer les populations à tout ce qui peut arriver. Je crois qu'il faut pouvoir détecter les signaux faibles de cette radicalisation. Et c'est notre rôle de collectivité, avec les associations et avec les services de l'État, d'aller dans cette direction.
Également présent, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a poursuivi sa visite à Strasbourg dans l'après-midi. Il a annoncé aujourd'hui le renforcement du dispositif dit Reconquête républicaine. Il s'agit d'une police de sécurité du quotidien qui doit s'appuyer sur la discussion et le contact avec les habitants. 15 quartiers en bénéficient depuis l'année dernière. Aujourd'hui, 32 nouveaux s'ajoutent à la liste. Camille Roland et Fanny Kunz. Au quartier du Neuhof, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vient prendre la température auprès des agents de la police de sécurité du quotidien. Une réunion pour faire le point sur leur adaptation. Lancée le 8 février 2018, cette police a pour ambition de se rapprocher de la population pour lutter contre la délinquance et la radicalisation. Ce que j'ai vu ici, c'est la volonté d'être plus présent dans la proximité, de pouvoir tourner le matin, qui sont des moments moins délinquentiels que d'autres, et de pouvoir consacrer du coup ces temps d'échange avec la population. Et dans la radicalisation, la police, elle doit être présente en matière de renseignement, la partie que l'on voit moins peut-être de notre travail, mais qui est absolument essentielle. Et puis elle doit être aussi là dans la sanction, dans l'interpellation, et peut-être aussi dans le suivi de ceux qui, dans un parcours délinquentiel, peuvent à un moment donné passer à l'acte. Et c'est ce que nous avons hélas vécu ici à Strasbourg au mois de décembre. Dans ce quartier, la police de sécurité du quotidien s'organise autour d'une nouvelle brigade de 20 policiers depuis décembre dernier. Elle va régulièrement à la rencontre des habitants et commerçants, un moyen supplémentaire pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. On a fortement augmenté notre présence sur la voie publique et donc on fait pas mal d'opérations anti-rodéo, on fait des opérations de visite de commun, des dispositifs contre le trafic de stupéfiants afin de rétablir le calme sur le secteur. Pour rétablir le calme, elle s'appuie sur plusieurs missions. La patrouille sur secteur, une cellule de veille qui recueille les doléances des partenaires comme la ville ou l'éducation nationale, ou encore un pôle psychosocial qui reçoit 2000 personnes par an. La police de sécurité du quotidien s'installe ainsi progressivement dans le quartier du Neuhof. Et certains des ministres présents poursuivent leur visite en Alsace aujourd'hui et demain. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, était ensuite à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Elle ira demain découvrir le dispositif d'accueil des étudiants et enseignants-chercheurs réfugiés à l'Université de Strasbourg. Quant à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle se rendra notamment au Centre sportif régional d'Alsace et au Mulhouse Olympique Natation. Plus d'informations demain dans notre JT. À l'autre bout de Strasbourg, c'est un accueil presque digne d'un chef d'État qui a été réservé au chanteur Matt Pokora. À la veille de la sortie de son nouvel album Pyramide, il est revenu dans sa ville natale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était attendu. Entre rencontres avec des jeunes, selfies, dédicaces, visites à l'hôtel de ville et au centre administratif, Cécile Motz l'a suivi dans son marathon. Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des flashs, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Il fallait se lever tôt pour espérer rencontrer Matt Pokora à Strasbourg aujourd'hui, ou alors faire partie des 150 personnes réunies au centre administratif pour la première étape de la journée. Membre du centre socioculturel du Neuhof, de Haute-Pierre, volontaire en service civique d'Unicité et jeune de l'Épide, tous ont pu longuement échanger avec l'ancien ado strasbourgeois devenu aujourd'hui une star. Ses débuts, sa carrière, mais surtout ses valeurs. Comment résister aux critiques, rester motivé? Matt Pokora est revenu sur son adolescence passée entre le lycée Aristide Briand, le sporting club de Schiltigheim et les balades de la place des Halles à l'Homme de Fer. J'ai des rêves depuis gamin, il y a eu le foot, il y a eu la musique. Et je me suis toujours accroché à ça. Je me suis dit, bon, j'y vais, d'avoir de l'ambition tous les matins quand je me lève. Ça part de là. C'est que j'ai gagné cette émission, je fais partie d'un groupe, ok, mon ambition c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le domaine qui est le mien? Performer, chanter, danser. Je vais m'entraîner, je vais danser, je prends des cours de chant. Un discours qui fait mouche dans la salle. Très bel échange, enrichissant parce qu'il s'est ouvert à nous, il nous a donné des conseils qui nous aideront dans notre engagement futur avec les jeunes avec lesquels on travaille. C'est que bénéfique pour nous. C'est un modèle surtout qu'il montre son côté humain en venant vers nous, en nous parlant. Rarement on voit des artistes qui donnent ce genre d'échange avec des jeunes et c'est quelque chose de bénéfique. Honnêtement, les valeurs qu'il a transmises aujourd'hui, je pense que les jeunes, j'espère qu'ils vont les écouter
que ce soir, quand ils vont se coucher, ils vont se dire peut-être qu'effectivement, quand on veut, on peut. Et c'est ça la conclusion de ces propos. Après 1h30 de partage, Matt Pokora était attendu avec enthousiasme à la sortie du centre administratif. Deuxième étape de sa visite, aux vitrines de Strasbourg, les fans étaient toujours aussi nombreux. Certains n'ont pas hésité à faire une longue route pour assister au retour de leur idole. En fait, je suis lillois, je suis du Nord et ça fait longtemps que je voulais faire un truc de maths dans sa région. Et du coup, je profite de sa venue pour venir à Strasbourg. Ça fait à peu près 10 ans que je le suis maintenant et ce matin, j'ai enfin eu le droit à ma photo avec lui. Après une année d'absence, loin des plateaux et des scènes, l'artiste strasbourgeois a pu dresser le bilan de ses 15 années de carrière, une expérience qu'il a à cœur de partager. C'est bon d'être de retour à la maison. Après une longue période d'absence, ça me fait du bien de recommencer. Là où tout a commencé, justement, ce nouveau cycle. Et voilà, comme je le dis à chaque fois que je viens ici, les gens me font tellement sentir comme si j'étais à la maison que voilà, c'est un vrai bonheur de croiser les Strasbourgeois, Strasbourgeoises et de lancer cette nouvelle aventure ici. Dans cette année, j'ai pris le temps de regarder un peu les choses. J'ai pris le temps de m'intéresser à ce qui se passait. Et forcément, de voir que pour les jeunes, c'était assez difficile aujourd'hui de rêver, d'avoir de l'ambition avec tout ce qu'ils entendent à gauche, à droite. Ça porte pas à être super optimiste. Et si, encore, il y a tellement de raisons d'être optimiste et de se battre pour ses rêves que c'était important pour moi de leur dire, voilà, moi, j'aurais pu être à votre place il y a 16 ans dans cette salle face à un artiste et poser mes questions. Donc c'était vraiment intéressant d'échanger avec eux, de voir les questions qui se posaient et puis de leur transmettre ce message de voilà, il faut se réveiller tous les matins avec de l'ambition, avec un rêve, un objectif à atteindre. Pour Matt Pokora, le marathon ne s'est pas arrêté là. Après l'hôtel de ville, son emploi du temps de ministre se termine ce soir avec un showcase privé. Son nouvel album Pyramide sera dans les bacs dès demain et Matt Pokora sera de retour au Zénith de Strasbourg en octobre. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau. Et dans le reste de l'actualité, les retraités ont défilé à Strasbourg et Mulhouse aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Leurs revendications, la suppression de la hausse de la CSG et la revalorisation de leur retraite. On est en blocage de l'augmentation des retraites depuis 2013 et donc ce gouvernement est en train de préparer une nouvelle réforme des retraites qui va encore pénaliser l'ensemble des retraités et donc nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a eu d'abord l'instauration le blocage des retraites, ensuite l'instauration de la CASA, l'augmentation de la CSG et maintenant on veut repasser à un nouveau calcul des retraites qui va encore appauvrir l'ensemble de la population française. Pour l'instant, les retraités, à aucun moment on a écouté leurs revendications. Donc, moi je me pose la question, est-ce que effectivement il faut aller plus loin pour être entendu? C'est tout. Et donc aujourd'hui, il y a 7 ou 8 ministres à Strasbourg. Il n'y en a pas un qui a daigné écouter nos représentants. Des propos recueillis par Adeline Piron. Certains la comparent à Laure Manodou. La Mulhousienne Louise Lefebvre se prépare au championnat de France élite qui débute la semaine prochaine à Rennes. Marine Zis a rencontré cet espoir de la natation française ce matin lors de son entraînement à la piscine du Mulhouse Olympique Natation. Le thermomètre affiche seulement quelques degrés ce matin, mais c'est dehors que ça se passe, et ce, toute l'année. À 16 ans, c'est dans l'eau que Louise Lefebvre passe la plupart de son temps, sous les yeux attentifs de son entraîneur Lionel Horter. Elle nage depuis toute petite et jongle avec les cours qu'elle suit depuis chez elle. Un quotidien bien chargé pour cette adolescente. C'est sûr que des fois, j'ai un peu envie de faire autre chose, mais après, je me rappelle que tout a été mis en place autour de moi et que ça a toujours été mon rêve de faire ça. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu peut-être étrange, justement, de rester dans... Parce que je suis quand même vachement à la piscine et tout, mais j'ai un peu connu que ça, mais c'est vrai que je changerais pas. C'est ça, je changerais ça pour rien au monde. Il y a quelques mois, Louise réalisait une sacrée performance en décrochant son premier titre national du 200 mètres d'eau en petit bassin. Aujourd'hui, à J-5 des championnats de France élite, la pression monte.
Alors je suis vraiment très impatiente, mais aussi quand même un petit peu stressée parce que je sais qu'on m'attend plus que d'habitude. Parce que justement, j'ai fait mon titre en bassin 25. Donc là, je sais que les gens vont peut-être un petit peu plus regarder ce que je vais faire, donc ça me stresse quand même un peu. Je vise les podiums. Après, j'aimerais bien réussir à faire un titre en bassin de 50, c'est quand même mieux. Et aussi, du coup, me qualifier au championnat du monde junior si j'arrive. Peu importe le résultat, Louise continuera à nager avec un rêve en tête. Et c'est celui de tout athlète qui s'entraîne dur, les Jeux Olympiques. Merci beaucoup Anna pour ce JT. Vous restez avec nous pour la première partie de cette émission et on va accueillir nos différents invités. Valérie Zago déjà pour le meilleur de nos terroirs, ce sera tout à l'heure. Marie Bertrand, venez nous rejoindre et Bertrand Muller. On va parler de ce polar notamment, on va parler nouvelles technologies au service des seniors et de la dépendance. On va parler terroir, tout ça est à suivre juste après la météo de Sada. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est une matinée en ce vendredi ensoleillé. Si vous êtes en Alsace, aux frontières rhénanes, comptez quelques nuages, mais le soleil sera quand même bien présent. Les valeurs dans la matinée, couvrez-vous bien, il fera moins 1 degré, ce sera dans le nord de la Suisse, 1 degré sur la quasi-totalité de l'Alsace, 0 degré si vous êtes à Wissembourg et 0 degré chez nos voisins allemands. L'après-midi, le soleil cette fois-ci sera bien généreux encore en Alsace et chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Si vous êtes dans le nord de la Suisse, le ciel sera bien couvert. Les valeurs dans votre après-midi, 10 degrés, ce sera la minimale à Pratteln, 11 degrés à Wissembourg, 12 degrés sur le reste du territoire alsacien, 12 degrés que vous retrouverez du côté de Karlsruhe et 13 degrés si vous êtes du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de samedi, des nuages et du soleil en Alsace et un ciel toujours très couvert aux frontières rhénanes et des valeurs dans l'après-midi qui iront jusqu'à 9 degrés. En ce vendredi, nous célébrons les Jules. Le soleil se lèvera à 6h45, on dira au revoir à 20h15. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à bien vieillir, à mieux vieillir, un enjeu qui nous touche tous, nous ou nos proches? Comment ces nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à rester plus longtemps à notre domicile, par exemple? Quel rôle peuvent-elles jouer dans l'amélioration de notre santé? Voilà plein de questions pour Bertrand Muller. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes directeur des opérations chez Facilien. C'est exact. On va dire que c'est quoi, un projet global qui associe une start-up strasbourgeoise avec des acteurs historiques, on va dire, de la dépendance et du vieillissement, que sont la BRAPA et le réseau APA. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles technologies? C'est un domaine, quand on parle senior, vieillissement et nouvelles technologies, on a l'impression que c'est deux mondes qui s'opposent. Vous essayez de les rapprocher vite, très vite. C'est ça. Alors déjà, le réseau APA et AWAPA ont donc fondé Facilien, parce que comme dans tous les secteurs, il se pose la question, est-ce que les nouvelles technologies, le numérique va apporter quelque chose dans mon secteur d'activité? Donc la mission de Facilien, c'est de construire des plateformes de services numériques. Donc ça, c'est le gros sujet. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, plateforme de services numériques? On va le voir en image, c'est ça? Ça veut dire que les gens, chez eux, ont un ordinateur. Exactement. Et vous, plutôt que d'avoir des applications, comme on a sur son téléphone, il faut 15 applications pour faire la même chose. L'idée, c'est tout regrouper, avoir une plateforme unique, un interlocuteur unique quelque part. Précisément. Donc, quand j'ai des services à la personne, du service infirmier à domicile, du portage de repas, du ménage, plutôt que d'avoir 15 applications sur mon smartphone, surtout si je commence à aller vers une perte d'autonomie, je préfère avoir tout mon système en un seul point. Ça me permet aussi de connaître des applications qui me serviront peut-être demain. Donc ça, c'est un élément important. Dans cette plateforme, on est aussi capable d'intégrer des systèmes comme les objets connectés. Donc j'ai un capteur chez moi qui va détecter ma chute, lancer une téléassistance et puis ça permet de créer un service qui est très efficace au niveau sécurité à la maison. Tout ça est lié. L'idée, c'est aussi d'équiper parfois les gens ou les seniors, ou parfois moins jeunes, ça peut être des questions de handicap également. Ça veut dire aussi déjà proposer du matériel parfois adapté, smartphone adapté, tablette adaptée, ordinateur adapté. Effectivement, oui, nous avons aussi des tablettes et des smartphones adaptés avec des interfaces
qui sont simplifiés pour que tout un chacun puisse utiliser ces systèmes. Même pour ma maman. Voilà. Et puis aussi, le fait d'avoir toutes ces applications sur un même point, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir activer la communauté de mes aidants. Parce que j'ai mes aidants qui sont des professionnels, j'ai aussi mes aidants qui sont mon conjoint. Et puis, le fait que ces aidants puissent se parler, ça crée en fait une facilitation dans le parcours de vie pour anticiper des changements. Je vais peut-être tomber demain et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être dans cette situation-là? Il y a un autre sujet qui est vraiment très, très important, c'est qu'aujourd'hui, on partage toutes nos données sur le net, dans nos achats, en utilisant les réseaux sociaux. On parle de données personnelles, là c'est vrai que, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que il y a ce qu'on appelle les GAFA, les grands groupes du web ont un peu pris la main là-dessus. La santé, c'est quoi? L'idée, c'est quand même d'arriver à préserver ces données de santé qui sont quand même ce qu'il y a a priori de plus personnel, avec son compte bancaire peut-être. Comment on peut justement se préserver de ça? Justement, l'idée de ces plateformes, c'est qu'elles rapprocheront les opérateurs de services que sont les services à personnes, que sont les collectivités territoriales et les communes, les CCAS, vis-à-vis de leur public. Parce que si on laisse la chaise vide, en gros, les services à la personne vont arriver par ces plateformes parce qu'ils nous connaîtront très bien. Nous, quand on aura 80 ans, on aura passé un bon moment à communiquer à propos de nos habitudes. Et combien ça coûte tout ça? Qui paye? Alors, tout dépend du modèle économique que l'opérateur de service veut appliquer. Il peut très bien faire un service gratuit par rapport à son public. Alors, le service gratuit, c'est l'accès au numérique. Ça ne va pas être le service lui-même de service infirmier. Mais par contre, il peut faire le choix, en faisant venir sur sa plateforme d'autres opérateurs de services, de monétiser en quelque sorte cet accès et cette visibilité auprès d'un public. Dans l'absolu, c'est ce dont on rêve tous, d'avoir un seul interface. Moi, quand je gère ma banque d'un côté, ma CPM de l'autre, ma mutuelle, là, quelque part, l'idée, on pourrait presque le décliner dans l'absolu à d'autres domaines. L'idée, c'est de tout regrouper sur un seul interface. Tout à fait. Mais c'est des choses qu'on fait. On a notamment un projet avec l'Office d'hygiène sociale en Lorraine, qui lui s'occupe de public du jeune à la personne âgée qui sont en situation de handicap, difficultés sociales ou de santé. Et eux ont un projet de déploiement d'une plateforme pour mettre ces publics au cœur de toutes les informations et des services dont ils peuvent bénéficier au sein de l'EHS. Et nous, on les accompagne dans ce projet-là depuis 6 mois et la plateforme est en construction. Ça, on est au-delà du projet. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça fonctionne, c'est viable, c'est développé, c'est à un seuil critique. Alors, les plateformes existent, on en a plusieurs. On a aussi une plateforme qui est opérationnelle avec Humanis, qui lui s'adresse à ses adhérents pour améliorer la prévention, pour les sortir éventuellement d'une situation d'isolement. Donc, c'est tout à fait opérationnel. Après, ce que nous, on réalise, c'est vraiment des projets sur mesure. Donc, on ne vient pas avec un système qui est complètement défini. Ça doit pouvoir s'adapter aux différents opérateurs. Ça s'adapte à tout. Et en effet, on travaille beaucoup en co-création avec nos clients. Merci beaucoup, Bertrand Muller. Ça s'appelle Facilien. Peut-être que vous retrouverez ça... Comme dit, il n'y a pas besoin d'être forcément âgé ou retraité. Comme dit, ça peut s'adapter à beaucoup de situations et beaucoup de publics. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet, qui est plus qu'un projet, cette merci application. de m'avoir permis de présenter le projet. On va parler littérature dans un instant. Ça s'appelle Le Dernier Bain d'Adèle, un roman qui vous balade, un roman polar plutôt, qui vous balade dans les rues de Strasbourg et dans l'histoire de toute la région. On en parle avec Marie Bertrand, son auteur, dans un petit instant. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Vous aimez votre région, vous aimez les polars, voici la synthèse des deux. Bonsoir Marie Bertrand. Bonsoir. Ça s'appelle Le Dernier Bain d'Adèle, c'est votre 8e livre. Alors Adèle, c'est Adèle Adam, 78 ans, retrouvée morte un matin, la tête noyée manifestement, contre son gré manifestement, dans le bain tiède des bains romains des bains municipaux à Strasbourg. C'est pour les Strasbourgeois, hein. On se promènera dans toute la ville dans ce livre. Pas que, c'est vrai. C'est pas complètement sanglant, il n'y a pas de surenchère morbide comme dans beaucoup de polars français actuels. Pas de témoins, peu d'indices, vous vouliez un départ minimaliste, on va dire.
Oui, en fait, le but de mon enquête policière, c'est on va dire, de promener le lecteur aussi un peu dans la région ou hors la région pour les besoins de l'enquête, et surtout d'évoquer l'histoire de l'Alsace, le patrimoine, voilà. Donc je trouve que quand même les bains municipaux, c'est un très bel endroit pour mourir. Pour se baigner, oui, pour mourir, je ne sais voilà. pas. C'est complètement contemporain, hein. Vous l'inscrivez à l'été 2017, oui, 2017. l'action, mais comme vous le disiez, vous l'inscrivez complètement dans la ville d'aujourd'hui, hein. Le lecteur retrouve les restaurants, les bars, les rues, les bâtiments du Strasbourg d'aujourd'hui. Vous disiez, c'est l'ancienne professeure qui parle, vous instillez un petit peu d'histoire, un petit peu d'architecture dans vos livres. C'est un vrai polar, il y a une vraie enquête, mais il y a le souci qu'on apprenne un petit peu des choses quand même aussi. Oui, qu'on apprenne des choses. Puis voilà, c'est un roman policier régional. Je crois que c'est vraiment sa caractéristique. Je fais toujours beaucoup de recherches. Et là, dans celui-là, comme dans le premier, le précédent qui s'appelait L'homme au bouton de manchette, même chose, on se promène en Alsace. Dans celui-là, on ira au Mont-Saint-Odile, on ira aussi à Angers, on ira dans Strasbourg. Il y a un endroit clé justement de Strasbourg qui s'appelle le Bon Pasteur. Alors pour les jeunes comme moi, c'est un ensemble immobilier haut de gamme de côté du parc de l'Orangerie, mais avant c'était un terrain sur lequel il y avait une congrégation religieuse qui s'occupait de jeunes filles notamment, enfin on appelle ça quasiment des maisons de correction. Vous êtes beaucoup documenté là-dessus. Oui. C'est d'une grande violence, mais c'est c'est de la bonne matière pour un polar. Oui, en fait, il y avait 6 hectares. Hein, on va dire que les promoteurs strasbourgeois sont bien amusés là. Oui, ils sont contents. Il y avait 6 hectares du couvent des Sœurs de la Charité du Bon Pasteur. Il y en avait 35 en France, 35-36, et c'était quand même assez difficile. On va dire la vie était quand même un petit peu... Vous êtes sympa, difficile, c'est carrément... Oui. Enfin, on frise la torture dans le livre. Quoi. La torture, bon, c'était quand même violent. Des humiliations. On pensait souvent, sur la plaquette des Bons Pasteurs, il y avait marqué qu'on allait leur apprendre un métier, qu'elles allaient pouvoir faire un CAP, etc. Mais souvent, c'était ménage, couture, lavage, broderie, et puis la religion, qui était quand même très, très présente. C'est votre 8e livre, je le disais, mais seulement le 2e roman policier. Alors il suit en fait le précédent qui, à une année près quasiment, de votre propre aveu. C'était pas vraiment votre tasse de thé, forcément, le roman policier. Vous y avez pris goût? Oui, j'y ai pris goût, mais toujours dans c'est quand même très ciblé. Je veux dire, il y a une enquête policière, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment tout cet ensemble de cette enquête policière qui s'inscrit vraiment dans la région. Oui, dans le premier, on était plutôt on remontait en 1927. Donc dans celui-là, on est aujourd'hui, et on va remonter plutôt, lorsque j'évoque le Bon Pasteur, dans les années 1955-57. Bon, c'est vrai que ça s'est un peu adouci dans les années 1960, mais celui de Strasbourg a fermé en 1978, comme l'ensemble d'ailleurs des Bons Pasteurs de France. Il y avait la même chose aussi pour les garçons, hein. C'était aussi, entre guillemets, carcéral et... Pas de jaloux. Oui, la pas parité, de jaloux. déjà. Voilà, et ce que je voulais évoquer, c'était ça. C'était vraiment le système des bons pasteurs. Et j'ai fait beaucoup de recherches, et j'ai retrouvé une dame de Strasbourg qui s'appelait Mireille, m'a dit que, alors elle n'y avait pas été comme pensionnaire, mais elle y avait été pour aider. En 1965, le cachot à Strasbourg fonctionnait toujours. Enfin, le cachot, mais cellule d'isolement. Mais comme elle me l'a dit, on les mettait le matin, on les ressortait le soir. Mais je suis en contact avec une de Bourges, avec Michel-Marie de Bourges, qui, elle, y est restée de 14 ans à 21 ans. La majorité était à 21 ans à cette époque. Elle y a passé quand même pas mal de jours. Il y avait des révoltes. Que mes enfants qui me trouvent sévère en prennent bonne note. Hein. Voilà, il y avait des révoltes, et puis... des disputes, puis surtout aussi, on se réveillait enfin pas au cri, mais avec Vive Jésus, prière, confession obligatoire chaque semaine, et puis des journées quand même très, très, très difficiles. Michel-Marie à Bourges évoquait ces gros draps en lin qu'il fallait laver, tordre, mettre sécher, repasser, voilà. Donc, ce n'était pas effectivement de tout repos. Et voilà, j'avais envie on retrouve beaucoup de passages et d'explications là-dedans. Valérie?
Vous étiez professeur de lettres. Alors, j'étais professeur de lettres et je me suis après spécialisée dans l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire. Et vous êtes lancée dans l'écriture à votre retraite? Non, j'avais déjà écrit. Alors moi, je suis née dans les Ardennes, j'ai fait mes études à la faculté de lettres de Reims et j'ai commencé à écrire déjà des nouvelles. J'ai découvert Maupassant et Maupassant pour moi ça a été vraiment le déclic parce qu'avec Un petit rien il nous fait une histoire, il nous décrit la nature humaine dans ce qu'elle peut avoir de meilleur comme de plus terrible. On retrouve bien l'esprit effectivement dans ce roman que je vous conseille, Le dernier bain d'Adèle Marie Bertrand chez, j'ai failli oublier de le dire. Ah oui, les éditions Cocriture. Ce sont des comment dire, l'éditeur est aussi de la région, local. Hein. Allez, on va rester dans la région, mais pas que. Mais côté terroir, cette fois-ci, c'est avec Valérie Zago, ça s'appelle Épicurien. Et c'est tout de suite. Au sommaire, Grand Cru Ashberg, le domaine Charles Bort, un petit tour du côté du sud-ouest pour un Madiran, et on finira par un objet plutôt insolite. Et on commence direction Egisheim. Oui, donc le Grand Cru Ashberg se situe entre Egisheim, mais également Usren-les-Châteaux. C'est un grand cru qui est à proximité d'un autre grand cru que l'on avait abordé la saison dernière, qui est le Fersigberg, qui est d'ailleurs le même type de sol. Il est classé dans les marneaux calcaires, sauf que le Fersigberg est plutôt calcaire. Le Ashberg, c'est 57 hectares et son nom signifie la colline aux chênes. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce terroir, Valérie? Alors, son terroir, il est plutôt caractéristique avec une belle richesse argileuse. Et cette terre argileuse, elle est plutôt aérée grâce à des galets, mais également à des éboulis de calcaire et de grès. La particularité du Ashberg, c'est d'être notamment sur 2 coteaux. Donc, le terroir est plutôt homogène, mais il y a quelques disparités en fonction des coteaux. Un coteau qui est sur Egisheim, l'autre coteau qui est sur Usren. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a une vraie différence au niveau de l'altitude, parce que le point le plus bas culmine à 220 mètres, alors que le point le plus haut culmine à 350 mètres. Donc, une vraie différence. Et les vignerons du Ashberg vous diront que le cœur du Ashberg va se situer plutôt sur le coteau ouest, du côté du Sren. C'est le point le plus haut, le plus caillouteux et celui qui a la meilleure exposition. Et ça, c'est le cœur du Ashberg. Vous m'avez dit ça donne des vins généreux. C'est quoi un vin généreux? C'est des vins qui sont amples, qui sont opulents. Sur les 3 cépages qu'on va retrouver essentiellement sur le Ashberg, le Riesling, lui, va vraiment capter la minéralité du cru. Sur sa jeunesse, c'est des Riesling qui sont un peu exubérants. Ils vont être exubérants sur des agrumes, sur des fleurs un peu sauvages. Les Pinots Gris, eux, sur leur jeunesse, sont toujours très fruités, très agréables. Les Gewürztraminer ont de beaux épices. Et si on a par chance une année avec de la belle maturité, on a même des notes mielées qui arrivent. Le domaine que vous nous avez conseillé là-dessus? Alors, le domaine que je vous conseille, c'est le domaine Charles Bort, qui est un domaine familial de 18 hectares, qui travaille en bio. On est à Egisheim, on a rencontré Arnaud Bort, on regarde. Sans aucun doute, un vin d'Alsace, parce qu'on a la chance d'avoir une belle diversité. Et des vins qui sont très intéressants, et donc c'est des vins qui en général on va trouver toujours un beau accord mets et vin avec les vins d'Alsace, et c'est des vins que j'aime beaucoup, qui sont gourmands et qui ont une belle diversité gustative. Le vin dont je suis le plus fier et que va y avoir à la vente prochainement, c'est un Sylvaner de l'année 2015. C'est un vin qui a une belle amplitude, qui a une belle gourmandise, et le Sylvaner, c'est un cépage que j'apprécie. Il faut avoir des bons amis, il faut avoir des belles bouteilles de vin à pouvoir partager entre amis, parce que ça va renforcer la convivialité, et ça va aider à passer un moment léger, un moment où on va se détendre et qui sera agréable. Votre coup de cœur happy, Valérie, de la semaine? Alors, direction le sud-ouest, c'est Clos Bastet, on est sur un millésime 2016, on est à Madiran.
C'est un 100% Tanat qui est le cépage de Madiran, sur des vieilles vignes de plus de 40 ans. C'est un vin qui est concentré, qui est ample, qui est généreux. Le nez est très expressif sur les fruits noirs, la mûre, le cassis, des notes de réglisse, de menthol, légèrement épicées. En bouche, c'est ample, c'est généreux, comme je vous le précisais. Les tanins sont présents, c'est un millésime qui est jeune, mais les tanins sont soyeux et ronds, donc ils ne sont pas agressifs, pas d'astringence. Simplement, c'est un vin quand même qui est relativement jeune. L'apprécier avec 2 heures de carafage, c'est mieux, mais le mieux, c'est d'ailleurs de l'attendre en cave. Très jolie longueur en bouche, très jolie référence sur du Madiran. Belle bouteille à découvrir sur un vin du Sud-Ouest. Pas mal. Combien ? 16,50 €. C'est bien. C'est un très bon rapport qualité-prix. J'adore déjà votre objet de la semaine. Montrez-nous ça vite, vous avez 50 secondes. 50 secondes. Un sac. Un sac, oui. Un sac à main. Un sac à main, la particularité de ce sac à main, c'est un sac à bouteille. Et en plus, il est isotherme. Et il a une petite surprise, génial. comme les kangourous, il a une petite poche. Et dans cette petite poche, nous avons un que j'arrive pas à attraper. Un verre. Non, un verre. Une carafe. Voilà, un tire-bouchon. Il était tire-bouchon. coincé dans la poche. Un tire-bouchon, petit Et on peut promener objet. sa bouteille. Hyper pratique pour les pique-niques, vous arrivez avec la bouteille à bonne température Discrètement. et super discret quand on arrive chez Je les amis avec la regrette bouteille. presque d'être un homme. Ça peut faire Voilà. un cadeau en fait. Oui, ça peut Voilà. être un joli cadeau. Au Bon, lieu c'est de mettre plus dans, féminin. dans du papier. Merci beaucoup Valérie pour ce super. Je regrette d'être un homme, Voilà. c'est terrible. Bertrand Muller, merci beaucoup. Marie Bertrand, merci beaucoup. Merci à vous. Le dernier bananel chez Cocriture, j'ai réussi à le placer. La suite, c'est bien sûr le logement et l'habitat avec la Cibar. Alors les bananes chic, c'est bien, mais l'étiquette chic. C'est bien, entre le vert, le brun, l'immédiat. Alors rappelez-vous, l'année dernière, il y a un gros vin qui est sorti. D'ailleurs, ça manque de... Sensibiliser les locataires à l'écologie, la biodiversité, tout en économisant les charges, c'est l'objectif de la Cibar qui mise sur ses ateliers de taille et compostage depuis plusieurs années. Un composteur a même été installé dans le quartier de l'Améno, au pied des immeubles gérés par le bailleur social. Chaque locataire peut quotidiennement y jeter ses déchets de table compostables et pourra utiliser le terreau pour ses plantes. Aujourd'hui, il est l'heure de défaire le compost et de faire le bilan. Est-il bien utilisé? Qu'est-ce qui est jeté? Réponse. Ce matin, nous allons faire un atelier de compostage ici à l'Améno, dans les espaces verts que nous avons entièrement restaurés il y a maintenant 3 ans, que nous avons adapté vraiment de manière à ce que nos locataires puissent s'approprier cet espace vert. Donc nous y avions installé des jardins partagés, des composteurs, des arbres fruitiers, des framboisiers, etc. Nous allons démonter le compost qui est en place, voir ce qui a été mis, voir si ce sont les bons ingrédients, que les locataires ont bien compris ce qu'il faut mettre dans un compost. Et quand je vois le compost tel qu'il est derrière moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Donc ce matin, nous allons faire le point, le démonter, expliquer comment on fait un compost, ce qu'on doit y mettre, ce qu'on ne doit pas y mettre, de manière à ce que les gens s'approprient eux-mêmes cet espace vert et que ça devienne véritablement un lieu de partage. À destination de tous les locataires du quartier de l'Améno, une petite dizaine de personnes se sont déplacées ce samedi matin pour participer aux ateliers de compostage. L'occasion aussi, pour Freddy Zimmermann qui anime cet atelier, de faire le point et de reprendre ensemble les bonnes pratiques essentielles du compostage afin de continuer sur de bonnes bases. Dans le compost, on peut mettre bien évidemment l'ensemble des épluchures de légumes, l'ensemble des tout ce qui est vert en fait, donc les épluchures, les bouquets de fleurs qui sont fanés. Enfin, on a beaucoup de déchets, même des déchets, les filtres de café, le marc de café. Voilà, donc toute une série de choses qu'on peut mettre dans le compost. Donc tout ça, ce sont des déchets qu'on ne retrouve pas dans nos poubelles. Et donc là aussi, ça a un intérêt vraiment très, très important, très écologique. Donc il faut beaucoup de pédagogie pour bien expliquer aux gens l'intérêt de faire son propre compost, d'en récolter ensuite un engrais naturel, tout à fait gratuit, puisque grâce au compostage, rien ne se perd. En fait, tout retourne à la nature et ce compost va ensuite nourrir ici les plantes potagères que nous allons planter avec nos locataires, qu'eux-mêmes vont utiliser. Donc on a des herbes aromatiques. L'année dernière, il y avait quelques pieds de tomates, etc. Et il est l'heure de voir si le compost fonctionne bien. Il est mûr au bout de combien de temps? 6 mois. Ah ouais. Vous prenez 4 planches avec un morceau de grillage. Ouais, il y a aussi des caramboles, il y a plein de... Vous voyez ça? Non, celui-là, il ne pourrira pas. Non. À première vue, les habitants ont l'air d'avoir été de bons élèves depuis 3 ans. Ils sont nombreux à l'utiliser.
J'avais pris l'habitude de venir déposer, puis je vais le refaire. Parce que j'ai appris de nouveau pour le café, les filtres et tout, on pouvait le mettre. Ça permet de sensibiliser les habitants et de les rendre responsables de leur environnement quand même, directement. C'est un élément qui permet de progresser dans ce sens. On apprend pas mal de choses. C'est sûr que ça permet de faire des économies et de travailler dans le naturel aussi. Après démontage du compost, le verdict tombe. Tout va bien. Aéré, le compost pourra reprendre son cours. Le terreau est même déjà utilisé pour la plantation de nouvelles plantes aromatiques à disposition des locataires. Bilan de la matinée donc plutôt positif. Alors on y a retrouvé une petite capsule, un bouchon d'une bouteille d'eau. On peut y trouver de temps en temps un sachet plastique. Mais ça c'est normal dans un premier temps. Il faut vraiment beaucoup de pédagogie. Il faut que les gens apprennent. Et puis ce qui se passe ici, c'est que pour faire un bon compost, il faut beaucoup de matière verte, donc de l'azote, mais il faut aussi du carbone, donc un peu de brun. Et c'est un manque ici, c'est logique. Donc il faudrait de temps en temps rajouter un peu de paille, un peu de foin, un peu de feuilles séchées, etc., de carbone, donc de carton aussi pour équilibrer et pour arriver à un bon compost. Ici, ça manque un peu et nous allons nous attacher à la CIBAR à corriger cela régulièrement en y rajoutant nous-mêmes un peu de matière brune de manière à assurer l'équilibre pour un bon compost. La mise en place d'autres ateliers de ce type et d'autres composts dans différents quartiers gérés par la CIBAR est déjà à l'étude. En attendant de développer ce projet, le bailleur social se félicite de la réussite de cet atelier et de la bonne utilisation du composteur par ses locataires.